Bonjour et bienvenue dans Catharsis, le podcast qui déchaîne les passions via le médium cinématographique. Nous abordons aujourd'hui le thème de la nostalgie, ce sentiment qui nous renvoie à ces moments agréables passés et qui peut déclencher des flashbacks via diverses techniques comme le coup classique de l'image qui devient floue et s'estompe. Et donc pour vous présenter ces moments Nutella, voici Jazia. Oui, aujourd'hui je porte des chaussettes avec des hérissons qui mangent des champignons hallucinogènes. C'est bien. Tout en programme. C'est trop Agathe. story. Bonjour, moi c'est Agathe. J'ai toujours des petites trivia sur les récompenses qu'ont reçues tel ou tel acteur. Je pourris un peu mes amis avec ça. Et je suis triste aujourd'hui parce qu'il n'y a pas Rémi avec qui je suis toujours en désaccord. Et enfin Stanislas. Bonjour Stanislas, et moi c'est très simple, je n'ai aucune connaissance cinématographique, donc les questions ingénues, c'est moi. Voilà. Et ben moi je suis Christopher et j'ai tenté d'animer cet épisode. Nous allons donc commencer. On avait dit pas tout de suite. Oui, j'ai connu certains films qui ont été diffusés il y a trop. Donc pour commencer ce podcast, nous allons nous retourner vers Jazia. Oui. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de Soyez sympa, rebobiné de Michel Gondry qui est sorti en 2008. At Be Kind Rewind Video Store. Alors ça raconte l'histoire de deux copains, Mike et Jerry, qui travaillent dans un vidéoclub tenu par Elroy Fletcher, qui est joué par Danny Glover. Le vidéoclub s'appelle Be Kind Rewind, vous soyez sympa, rebobiné. Et ça se passe dans le New Jersey, dans une petite ville qui s'appelle Passaic. Et donc ce vidéoclub loue des VHS à toute la communauté de la ville. Et Monsieur Fletcher est un grand fan de jazz. Il est fan de Fats Waller, qui est un jazzman qu'il adore. Et il doit quitter son vidéoclub pendant quelques jours pour aller à une célébration de la mort de Fats. Et du coup, il laisse Mike, qui est comme un fils pour lui, tenir le vidéoclub. Et il lui dit surtout « Keep Jerry out ». Keep Jerry out! Et sauf que, parce que Jerry, c'est un mec chelou qui est joué par Jack Black, et il travaille dans une casse, et il a c'est un peu un théoriste du complot, et il pense que la centrale électrique juste en face de chez eux essaie de les contaminer, et il veut la saboter. Et du coup, un soir, il va dans la centrale électrique, et il se prend un énorme coup de jus. Et le lendemain, il retourne dans le vidéoclub où travaille son pote Mike et il est complètement magnétisé. Et du coup, il démagnétise toutes les VHS du vidéoclub. You erased these tapes. Et du coup, Mike, il est mal parce que Monsieur Fletcher, il comptait sur lui, il avait confiance en lui et il n'y a plus une seule cassette avec une image dessus. Du coup, pour résoudre le problème, parce que Mia Farrow, qui joue dans le film, qui est une amie de Monsieur Fletcher, leur dit qu'en gros, elle communique tous les soirs avec lui et qu'elle va lui dire qu'ils font de la merde. Et elle dit, je veux voir Ghostbusters 2. Ghostbusters, pardon, pas le 2. Et du coup, ils décident de réaliser leur version de Ghostbusters. What is that? That's the Ghostbusters theme song. Et en gros, toute prémisse du film va être sur ces films maison, ces odd-made movies de blockbusters américains. Film suédé dont... C'est ça, exactement. Les films suédés, ils vont être aidés par Alma qui travaille dans le pressing d'à côté. Et ils vont tourner donc Ghostbusters, Rush Hour 2, qui est assez merveilleux, Robocop, 2001 Odyssée de l'espace, Boys in the Hood, Miss Daisy et son chauffeur, enfin bref, Le Roi Lion. Le Roi Lion, c'est assez merveilleux. Et en parallèle de tout, enfin pas en parallèle de ça, mais en même temps qu'ils essayent de refaire tous ces films, le bâtiment dans lequel il y a le vidéoclub est menacé de démolition, parce que c'est un vieux bâtiment, etc. Et du coup, le vidéoclub est menacé de disparaître. Et Monsieur Fletcher, en fait, il n'est pas parti à la commémoration du film de Fats. Il est parti se renseigner dans les autres vidéoclubs, mais ceux qui marchent, donc Blockbuster, la chaîne de vidéoclub américain, qui n'existe plus. Enfin, s'il en reste un en Alaska. Qui marchait à l'époque, parce qu'on est en 2008 et... Tout l'aspect nostalgie du film. Bah là, c'est ça, parce qu'en 2008, c'est de l'ère du DVD, donc la VHS, elle commence à être désuète, et c'est aussi un film qui est une ode à la caméra, au caméscope DV, et à tous les films en DV qui sont sortis dans les années 90 et début 2000, vraiment où tu n'avais pas besoin d'avoir de sous pour faire des films. Et vraiment, je trouve que ce film, c'est un peu un précurseur sur ce qu'on va avoir sur YouTube, avec ces films
On doit tourner avec des téléphones, avec les moyens du bord, on peut faire... Enfin, dès qu'on a un médium pour pouvoir capter des images, à partir du moment-là, on est libre Créer. des histoires qu'on peut raconter. Puis c'est un film sur la communauté, enfin, il y a plein de choses. Et oui, il me rend très nostalgique parce que... Alors, c'est un film sur la nostalgie et c'est aussi un film qui me rend nostalgique parce que quand j'étais petite, là on va rentrer dans le personnage, attention. Tu avais des chaussettes sans rien dessus. Et Oui, ça m'est arrivé, j'étais triste. J'étais nue. Très personnage. Donc, Non. Quand j'étais petite, mon oncle travaillait dans un vidéoclub. Et c'était un vidéoclub qui était juste au-dessus de la maison de ma grand-mère, enfin juste à côté de la maison de ma grand-mère. Et du coup, tous les soirs, on allait dans le vidéoclub où travaillait mon oncle et on allait piquer des cassettes avec mes cousins. Et on faisait ça tous les étés jusqu'au jour où il a dû fermer le vidéoclub. Et du coup, il passait son temps à nous engueuler parce qu'on n'avait pas le droit de piquer les cassettes. Et donc, c'est vraiment un film qui me ramène à ce moment-là de ma vie. Et du coup, oui, c'est un peu. Et quel genre de film Madeleine de Mystique, quoi. Quel genre de film tu matais avec tes cousins? On matait pas mal de films d'horreur. Wow. Du coup, on a maté ça, on a maté Scream. Ceci explique cela. On s'est traumatisé devant Massacre à la tronçonneuse. Vraiment. Mais donc voilà, on regardait les films qu'on n'avait pas le droit de voir en fait. Parce que comme on les piquait, autant piquer les trucs. T'aurais allé jusqu'au bout de l'illicite quoi. C'est ça. En même temps, prendre le dernier épisode des Barres de Papa en Tuesday. Ouais, ça n'a pas de sens. On est d'accord. Oui, alors du coup, je vous ai pas dit, donc le casting est composé de Jack Black, Mos Def, Danny Glover et Mia Farrow. C'est réalisé par Michel Gondry, ça je l'ai dit. Et bon, j'adore Michel Gondry, et là tout le film a sa patte, et le cœur de sa patte, c'est vraiment un film bric-à-brac avec des objets réutilisés de partout. Et moi, ce que j'aime avec Michel Gondry, je trouve que c'est un peu un réalisateur qui fait une ode au développement durable. Alors attendez, j'y viens. Oui. Le point écologisme. Non, parce que en fait, dans ce film et dans pas mal d'autres de ses films, c'est qu'il utilise des objets du quotidien pour en faire des objets de cinéma. Oui. Pour en faire des trucs de cinéma. Et ils vont utiliser des bouts de carton pour faire des décors, et ils vont utiliser le personnage de Jack Black. Jerry travaille dans une casse, donc il y a plein de trucs abandonnés là-bas et ils vont utiliser pas mal de choses pour Et vraiment, on est dans la réexploitation, le recyclage, et je pense vraiment qu'il a cette manière de voir le monde. Alors je suis pas sûre, hein, mais c'est ma manière de voir les choses. J'aime bien l'idée que, je sais pas moi, une casserole peut devenir un vaisseau spatial, un parapluie, une arme de destruction massive. Enfin, tout peut arriver avec Michel Gondry, et c'est assez touchant. Et donc pour moi, oui, vraiment, il y a une vraie ode au développement durable dans ce film, qui peut-être pas, on voit peut-être pas au premier abord, mais vraiment... Recycler, chers auditeurs, recycler. C'est important. Et puis même, il recycle les films. Oui. Donc tout le sudage des films, c'est refaire des films à sa sauce, avec ce qu'on a autour de soi, et ils achètent rien pour faire le film. Ils demandent, ils prêtent, ils volent. Le sudage du verbe suder. Oui, bah en fait, parce que... De la Suède en fait, parce que la Suède avait une sorte de marché de films, et ils faisaient ce genre de choses de bric-à-brac, de films faits en handmade comme ça avec et surtout c'est un personnage du film qui dit non mais tu comprends, tu dois nous donner $20 parce que ça vient de loin, ça vient de Suède, c'est des films suédés, tu vois. $20? Yo, that's a complete rip-off. No. These are custom-made, Sweded. Et c'est pour ça que ça s'appelle des films suédés. Et voilà. Et aussi, ce qui est intéressant dans ce film, on voit la fin d'une ère. On voit la fin de l'ère de la vidéo, de la VHS, de la cassette, vous l'appelez comme vous voulez, mais voilà. Betamax. C'est ça, où on te demandait bien de rebobiner. Tu te faisais engueuler si tu le faisais pas, moi j'engueulais souvent ma soeur parce qu'elle rebobinait jamais les VHS. Oui, c'était un peu agaçant. Oui, bah oui. Et c'est aussi un film sur la communauté, parce que le vidéoclub fonctionne très peu, ça marche pas très bien, etc. Et à partir du moment où ils vont faire ces films sudés, et qui vont proposer aux gens de la communauté de jouer dedans, ils vont être de plus en plus soudés. Ils vont de plus en plus aider Monsieur Fletcher, et l'apothéose, le pinacle du film, c'est quand ils vont tourner le biopic de Fats Waller, le jazzman qui est un peu le fil rouge de tout le film, et toute la communauté participe, et bon là je vais passer en plein mode divulgachage. Mais la fin du film, c'est toute la communauté qui est dans le vidéoclub, qui regarde le biopic qu'ils ont tourné tous ensemble, et à l'extérieur du vidéoclub, il y a l'équipe de destruction de l'immeuble qui est là, et en gros qui leur demande de sortir. Et Monsieur Fletcher il est là, non mais laissez-nous une heure, autant finir le film, et c'est le dernier instant de cet endroit.
Et donc ils finissent le film et toute la communauté, tous ceux qui ont participé au film sortent de la boutique. Et en fait, ils avaient mis un drap sur la vitre pour regarder la projection du film. Et quand ils sortent, en fait, il y a une centaine de personnes à l'extérieur de la boutique qui en fait ont regardé le film de l'extérieur parce que sur le drap, en fait, on a l'image. Et du coup, tout le monde est ému et le film se finit là-dessus, sur une communauté qui est soudée, qui est ensemble. Et voilà. Et puis c'est aussi un peu un buddy movie quand même. C'est vrai. Parce qu'il y a toute la relation entre du coup Jack Black et Mos Def. voilà, Mike et Jerry, qui sont deux copains. À mon avis, ils sont copains depuis très très longtemps et Mike n'en peut vraiment plus de Jerry parce que Jerry c'est une catastrophe ambulante qui s'efforce de faire des... Dès qu'il y a une catastrophe à faire, il est dans les bons coups. Et vraiment, je trouve que leur duo fonctionne très très bien. Il y en a un qui est posé, qui est calme, et l'autre qui est complètement fou. Be kind, rewind videos, à la carte. Et aussi, le personnage de Mike, il se découvre un talent au final. Oui. Parce qu'il a appris à réécrire des films et à les tourner avec ce qu'il a. Et voilà, je trouve que c'est un film sincère et assez mignon. Et oui, je suis très nostalgique quand je le regarde. Et c'est un film sur nostalgie, donc il était parfait. Et en plus, c'est un film qui est fait de remake, de citations et d'hommages aux grands films qu'on connaît tous. Et du coup, il y a toute une scène du film où c'est un montage de tous les films qu'ils vont faire. Et ça s'enchaîne et tu vois des bouts de 2001 de l'Odyssée de l'espace qui croisent King Kong. Et tout sont... Et j'adore le montage de cette scène parce que c'est un plan séquence où vraiment... Enfin, c'est un faux plan séquence. Où on passe vraiment d'un truc à l'autre et t'as l'impression de voir l'histoire du cinéma américain devant tes yeux et je sais pas, ça touche le bon endroit. Et puis tout le délire autour de Ghostbusters qui est génial. Ouais. Quand ils jettent des cartes pour faire croire qu'il y a des fantômes, qui font... Alors, le moment que je préfère, c'est... Il y a une scène où donc, il y a la dame qui fait ses courses et qui voit à la télé. Donc la télé, c'est un cadre de carton avec Jerry et Mike qui font la pub de Ghostbusters en mode oui, on est les Ghostbusters, appelez-nous si vous avez du surnaturel chez vous. Et donc la vieille dame qui est jouée par le mécanicien de Jerry, un grand black avec une perruque blonde, ouvre son frigo, et je sais comment, mais je trouve ça tellement drôle, il ouvre son frigo et il y a le chat qui sort du frigo, et là ils sont ah quand le chat c'est le monstre, alors, c'est nul mais moi ça me fait vraiment rire. C'était l'instant divulgachage par les Lustiques. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce film, je l'aime fort, et voilà, je l'aime d'amour, voilà. Moi, ce que je voudrais ajouter sur... tu parlais de Michel Gondry, et c'est vrai que dans l'aspect un peu bric-à-brac, moi, mon film préféré de Michel Gondry, à mon avis, comme la majorité des personnes, c'est Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Et justement, en fait, il s'est expliqué sur ce film qu'il prenait bien soin de faire des effets spéciaux, mais vraiment à manuel, vraiment à la... À la débrouille, quoi. Ouais, à la débrouille, et vraiment par de la créativité, de l'inventivité, et du coup, ce film, en fait, nous vieillit très bien, parce qu'on ne voit pas des effets spéciaux dégueux ou qui prennent de la vieillesse en quelques années. Et je trouve que ça rejoint un peu ce que tu as dit sur ce film. Finalement, c'est bien temporel, en fait, de tous ces petits... Mais en plus, Michel Gondry, j'ai une citation, s'il vous plaît. Il y a effectivement un peu de nostalgie dans ce que je fais, mais je ne suis pas du tout référentielle dans mon travail. J'essaye de faire du cinéma comme une personne qui n'aurait jamais vu aucun film. J'essaye de faire table rase à chaque fois que je démarre un projet. Et du coup, je trouve ça assez paradoxal, parce que c'est vraiment un film sur la nostalgie, Oui. Mais lui a l'air de dire que quand même il essaie de créer de nouvelles choses. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a eu du mal à faire sa transition vers le numérique. Là, c'est un film qui est tourné en pellicule, qui parle de vidéo, et que moi j'ai regardé de manière numérique. On s'en fout de la manière dont je l'ai regardé. Et il est passé au cinéma numérique qu'à partir de 2012 avec son film The We and I. Non, The We and I. Qui est un film sur des ados dans un bus à Brooklyn, qui est bien. Voilà. Mais du coup, il a eu du mal à lâcher la pellicule. Et du coup, même en faisant ça, je trouve qu'il reste dans sa nostalgie. Oui. Là, il est même nostalgique du matériau, quoi, la manière de tourner. J'ai pas vu Microbe et Gazwell, mais je pense qu'il y a aussi un aspect de la Moi, je l'ai vu. Ok, je crois que ça te parle aussi de nostalgie, non? Oui, c'est ça, ça se passe dans les années 50 ou 60, je sais plus. Oui, c'est deux gamins qui construisent
construisent une petite voiture, ils construisent une voiture en bois et qui décident de parcourir la France. Deux gamins qui parcourent la France avec un petit truc en bois. C'est pas le film le plus marquant de sa carrière, mais c'est mignon comme film. Voilà, enfin, je pense que du coup c'est vraiment un réalisateur qui, t'as raison, qui a vraiment des liens forts avec cet aspect de la nostalgie en fait. Le film où il traverse la voiture en bois, c'est pas quelque chose qu'il avait tourné en clip promotionnel? Non, ça c'est encore autre chose, c'est le film iPhone, et c'est un vélo. C'est un vélo qui traverse je sais pas quel pays pour aller dans le sud parce que sa propriétaire l'a pas pris pour aller en vacances. Non, il est tombé sur l'autoroute, très précisément, je crois. Oui, j'aime beaucoup Michel Gondry. Je suis même capable de défendre. Non, je suis même capable de défendre The Green Hornet. Je crois que je suis la seule personne qui est capable de défendre The Green Hornet. Oui, ça crée le débat. Mais quand Michel Gondry est allé faire des films blockbusters hollywoodiens. Cet instant sera coupé au moins. Mais il y a Jimmy Chou. Il y a Jay Chou, pardon, j'aime bien Jay Chou. Non. C'est pas dans ce film où il y a Christopher Waltz qui joue le méchant? Oui, et il y a Seth Rogen. La Tu peux me tristesse. dire un peu où il y a le gentil? J'ai pas envie de dire Django parce qu'il est pas forcément super gentil, mais ça se défend légèrement quand même. Inglourious Bastard, je trouvais qu'il est... Enfin, moi je sais pas ce que vous avez contre... Enfin, Ce podcast a un petit point Goldwyn. À chaque fois. c'est dans le cahier des charges, hein, il y en aura forcément un Même à dans chaque les fois. mousquetaires, il joue un méchant. Quoi qu'en même temps, après, on va pouvoir placer quelques-uns, je pense. Avez-vous autre chose à dire sur le film de Jacques Ou taisez-vous, s'il vous jamais. plaît, rembobinez. Non. Bah soyez sympa, regardez-le. Et non, j'allais dire rembobiner, mais non. Soyez sympa avec vous-même, car c'est un bon film. Faites-vous du bien avec Michel Gondry. Attention, pirater des films tue. Et il y a le FBI qui va vous sauter dessus. Bon, après, si c'est Sigourney Weaver comme dans Soyez sympa, rembobiner, ça peut être sympa. Ouais. Voilà. Qui est une référence au fait qu'elle joue dans Ghostbusters. Donc, Ghostbusters. Voilà. Maintenant, je peux arrêter avec le film. Eh bien, nous allons passer au film de Stanislas. Alors, moi je vais vous parler des Enfants du Paradis, histoire de changer de continent, de changer d'époque, de changer un peu de tout. Donc voilà, pour une première chronique, je voulais faire dans le connu, dans la culture partagée, un petit peu dans l'inconscient collectif, dans le film que tous ceux d'entre vous, que je devine évidemment nombreux, qui sont nés avant 1930, au moins, ont eu la chance de voir au cinéma. Donc moi. Christopher, probablement le seul parmi nous ici. Un film qui incarne pour moi la nostalgie un peu à tous les étages, dans ce qu'il est, dans quand il est paru et dans le fait de le regarder aujourd'hui, plus de 70 ans après sa sortie. Les Enfants du Paradis, c'est un film de Michel Carnet, avec Arletty, avec Jean-Louis Barrault, avec Brasseur, avec Renoir, le fils de celui que vous connaissez. Marcel Carnet, je ne sais pas ce que j'ai dit. Michel. Ah oui, c'est Cazares, Errant, etc. Des dialogues de Jacques Prévert, dont vous avez très probablement aussi appris l'une ou l'autre poésie à l'école, pour avoir quelques points de désuétude, mais néanmoins de très beaux textes. Alors oui, c'est un vieux film, oui, la technique n'est pas au niveau d'une super production actuelle, même si pour l'époque c'était quand même une super production. Mais si vous déplorez de temps en temps des usages originaux, de la grammaire, dans des films contemporains, allez-y, regardez-le. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas la couleur, mais on avait du vert. Il fallait tuer tous les imbéciles. Et pourtant, ça simplifierait tellement les choses. Et notamment, c'est ça qui est un chose impressionnant dans ce film, c'est la normalisation de la punchline. Vous allez avoir des scènes complètement random. Vous êtes si belle, vous aussi. C'est drôle, on dirait que vous avez couru. Oui, après vous. Banal au possible, mais avec des tirades absolument formidables. Il n'y a pas d'effet de mise en scène, il n'y a pas d'effet d'appui, ça passe juste comme ça, tranquillement. La caméra même se détache des personnages pour aller filmer autre chose, et sauf qu'en fait ils viennent de s'envoyer des piques monstrueuses à la tête, mais c'est juste le niveau de base en fait des dialogues dans ce film. Les Enfants du Paradis, c'est un film qui est sorti en 1945. Donc il y a un contexte un petit peu particulier autour du fait de sortir un film en 1945. C'est un film qui a été créé dans la clandestinité, en partie dans la polémique aussi, notamment dû à la présence d'Arletty, et un peu en partie dans la normalité, parce que bon, quand même, c'est pas mal de faire un film normal. Tout de même, alors il faudrait, je pense, une chronique entièrement dédiée à ces aspects, aux aspects finalement des circonstances dans lesquelles le film a été tourné, une chronique complète sur la présence d'Arletty dans le cinéma après la Seconde Guerre mondiale. Alors je peux m'en aller? Ben oui, vous êtes libre. Tant mieux, parce que moi j'adore ça, la liberté.
Mais je pense que c'est pas forcément l'objet de la chronique ici aujourd'hui, et vous pouvez tout à fait le googler ou l'utiliser dans votre moteur de recherche préféré qui ne récupère pas d'informations à caractère personnel sur vos visites. Et on ne vous juge pas si vous utilisez Bing. Voilà, un peu quand même. DuckDuckGo, Xalit, tout ça, c'est pas mal, Quant. Voilà, comme ça j'ai cité plein de trucs. Bah, toujours 3, ça. Toujours 3, c'est le minimum. Alors, qu'est-ce que ce film nous raconte? Eh bien, quelque chose d'assez classique, c'est l'éternelle histoire des amours, partagés, non partagés, des amours dits, non dits. C'est une histoire qui est, on va dire, classique. De toute façon, il n'y a après tout qu'une seule histoire qui est toujours racontée d'une manière différente. Elle est tragique, elle est belle, il n'y a pas trop de fioritures. Et toute cette partie-là se croise avec l'ascension sociale et le dévouement des différents protagonistes à leur art. Car ces différents protagonistes-là, comme on va le voir, ce sont des artistes. Des fleurs, une couronne. Je le disais, c'est un enterrement. Le mien, peut-être. Mais je ne vais pas forcément non plus détailler tout le film. Je vais vraiment insister sur l'aspect nostalgie. Parce que le mieux pour le découvrir et pour connaître ses intrigues, ça reste de le regarder. Et je parle du film, je pourrais parler des films. Ça dure à peu près 3 heures. Et alors il y a différentes versions, différents montages qu'on peut trouver avec certains qui sont encore plus longs que ceux-là. Par contre, il a été découpé en 2 parties. Donc c'est une première partie qui se déroule au niveau du boulevard du Temple, à Paris, en 1828. Film de 45, tourné en 43, mais qui se déroule en 1828. Donc dans ce lieu, le boulevard du Temple, qui est également appelé le boulevard du crime, c'est le nom comme on l'appelait les Parisiens à l'époque, qui est vraiment l'épicentre du théâtre. Et donc on va suivre les réussites et les déboires principalement de 2 personnages, Baptiste de Bureau, mime de son état, et Frédéric Lemaître, acteur classique au succès en devenir. Début du film, en tout cas, il ne l'a pas encore trouvé. Il forme un triangle amoureux avec la belle et ingénieuse Garance, triangle qui va bien vite devenir un carré, un pentagone, un hexagone, et puis si on intègre d'autres personnages secondaires, une forme à peu près insipide. Pas comme le film. Au fur et à mesure, donc, vont se joindre un comte, la fille d'un directeur de théâtre, un criminel notoire, l'arsenaire, que vous pouvez également googler puisque c'est un réel personnage, et tout cet imbroglio va se résoudre dans une seconde partie du film. Mais j'aimerais connaître cet homme qui a posé la main froide de la richesse sur la blanche épaule de mon ange gardien. Rassurez-vous, on m'a acheté sans condition. Ok, ça c'est pour le contexte. On est donc en 1828. Le film terminé et projeté en 1945. Et nous, on est en 2018. Ça, c'est pour replacer un petit peu les repères temporels, parce qu'on pourrait s'y perdre. Déjà au moment de la création, Les Enfants du Paradis, c'est une époque révolue. C'est-à-dire que Marcel Carné, il place au spectacle, le spectacle du mime, le spectacle du cirque, du théâtre classique, etc., qui était à l'époque le divertissement par excellence, au cœur de son film, mais on est déjà sorti finalement de cette époque. Le boulevard du Temple, donc, le lieu de l'action, c'est un boulevard qui n'existe plus. En tout cas plus tel quel, puisqu'il a été rasé par les travaux du baron Haussmann en 1862. Donc, voilà, on parle vraiment de la construction du Paris moderne, et l'action se déroule même avant cela. Donc Marcel Carné, lui, fait revivre finalement une époque où il y a un mode d'art qui est en perte de vitesse face au cinéma, le mime, le théâtre classique, et c'est vraiment, on a un peu ce thème de la concurrence du cinéma avec ses prédécesseurs qui n'est pas forcément directement présent, c'est pas du tout le propos du film est vraiment de raconter cet ensemble d'histoires, d'évolution dans la société, de passion pour l'art, d'amour, etc. Mais on le sent au travers de ce qui est fait, puisque dans le film lui-même, il met en opposition à la fois le mime, qui est la forme d'art, on va dire, un peu plus primitive, expressive, avec le théâtre classique. Et en tout cas, dans les dialogues entre les personnages, il va y avoir une sorte de petite condescendance entre, justement, l'acteur classique vis-à-vis du mime. Et là, on a une mise en abîme déjà dans le film entre une forme d'art un peu plus désuète et le théâtre classique. Lorsque l'on a le film qui sort, on a à nouveau cette mise en abîme entre le cinéma et le théâtre classique. Et aujourd'hui, on pourrait à nouveau avoir cette distinction entre aujourd'hui avec le cinéma numérique, les techniques, la 3D, etc. et ce cinéma de 1940 en noir et blanc où les effets spéciaux vont être tous réalisés avec aucun effet artifice numérique directement sur la pellicule ou bien avec des effets de perspective, exactement. Finalement, dans la construction même du film, on a l'impression de cette nostalgie qui se diffuse de Marcel Carné, qui vient finalement nous parler dans son film de l'art ancien, qui est lui-même l'art ancien de notre art actuel. Pour remettre encore les choses dans le contexte. Voilà. Donc là, on a bien toute la perspective en cascade. Finalement, Les Enfants du Paradis, c'est 3 heures de film. En tout
cas pour la version que je connais. Peut-être d'autres versions plus longues, a priori, puisque en tout cas on a fait quelques recherches, je vous trouve des versions de 3h50, je ne sais pas ce qu'elles incluent, si ce sont des scènes coupées, je ne sais pas pourquoi ces versions sont aussi longues. C'est un film en 2 parties. C'est un film en 2 parties, mais 2 parties font à peu près 1h30. Ouais. Je ne sais pas pourquoi il y a peut-être des montages différents, mais j'ai trouvé une longueur qui ne provoque pas l'ennui. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose qui perdure, qui arrive à maintenir le suspense, qui arrive à maintenir plutôt l'envie de regarder le film, sans avoir une avalanche de cliffhanger en permanence, qui vient nous dire « Ah oui, il y a une situation super importante, vas-y, revenez voir le prochain épisode, Walking Dead, je ne te regarde pas. » Il n'y a donc pas besoin d'artifice pour tenir le téléspectateur. Il y a des artifices, il va y avoir des chutes, mais pas ceux qu'on connaît à notre époque. C'est ça va pas c'est un peu comme le dialogue, c'est pas forcément appuyé en mode « Là, j'ai mis une punchline, vous l'avez bien senti ma punchline, elle était bien ma punchline. » Ça passe. C'est plus subtil en fait. C'est ça. Il n'y avait pas cette recherche en tout cas. Ça ne veut pas dire que le film en est complètement exempt. Mais vraiment, c'est pas marqué appuyé. comme on fait maintenant. C'est pas marqué de la même façon. C'est en tout cas un film, j'ai trouvé, qui pour la vie trépidante d'un jeune actif dans une métropole mondialisée, personne, a provoqué un réflexe proustien. On revient à la question de Madeleine. Moi, je regardais ce film, et puis j'étais là, moins de mon tumulte, vraiment hors dehors du temps, à prendre le temps. Ça s'étirait, mais c'était pas long. Je m'ennuyais pas, ça me berçait au gré des rebondissements de l'histoire. J'étais un peu comme sur mon canapé lors des longues soirées d'hiver, quand j'étais un gamin et qu'on attendait tranquillement les films de Noël qui n'avaient un intérêt cinématographique peut-être pas forcément énorme, mais qui était vraiment l'excitation patiente. Je ne saurais pas comment dire, mais c'est vraiment voilà, dans cet état tranquille où on est une sorte de béatitude et puis on regarde le film et on s'ennuie pas et ça se passe et c'est bien. On prend le temps simplement. Et pour moi, c'est comme ça que j'ai bouclé ce film. Il m'a parlé comme un adulte parce que par les thématiques qui sont abordées, par les dialogues, par tout ce qu'il est, c'est pas du tout un film pour enfants, mais je l'ai écouté comme un enfant, avec cette présence d'enfant de le temps se déroule, il a l'air extrêmement long, tu t'es laissé bercer, et en même temps, il n'y a pas un moment où je m'ennuie. Voilà, pour les enfants du parrain. À la fois ça m'a renvoyé, pour moi il a deux couches de nostalgie, c'est à la fois il m'a renvoyé moi-même à ce que j'étais alors que je l'ai vu très tardivement, puisque c'est un film que j'ai vu il y a 1 an à peu près, donc c'est pas du tout un film d'enfance en fait, mais c'est un film quand je l'ai vu, je me suis dit, je reviens à cet état d'enfant qui regarde un film, qui découvre quelque chose, mais pas dans le sens infantilisant parce que on est en train de me raconter des trucs complètement bateaux, mais tout simplement parce que ça me parlait comme si j'étais cet enfant à l'époque. Puis c'est aussi un film sur la transition. Il y a un petit peu de ça, mais pas complètement. Parce qu'il y a la transition entre la première partie et la deuxième partie du film, mais en tout cas, c'est pas appuyé sur la transition par rapport aux arts. En tout cas, pas par rapport au mime. Le mime n'a pas du tout disparu, au contraire, dans le propos du film. C'est le mime réussi. Justement, il y a cette opposition entre l'acteur classique et le mime. Barrez-vous, cours de mime! Et à la fin, les deux ont réussi. Et le mime, vraiment, justement, a réussi à réussi, pas de répétition, malgré le fait qu'on est dans cette phase de transition et justement le mime est en perte de vitesse. Moi je vous le conseille. Avez-vous d'autres remarques ou des questions? C'est fou qu'un film pareil ait été fait à l'époque. Enfin, c'est un film qui a été tourné en pleine Seconde Guerre mondiale et ça c'est. Mais quand même. En partie dans la clandestinité, effectivement, une bonne partie de l'équipe était résistant et ils sont notés comme tels d'ailleurs au générique. Puisque je suppose que avant que la France ne soit libérée, on ne pouvait pas forcément les intégrer au générique en tant que tels. C'était une couverture pour eux. Jean-Christophe le résistant. Alors son adresse. Avec deux poinçons actifs, un temps qu'en moins. Voilà, le film a été tourné pendant la guerre, donc il y a eu énormément d'anecdotes par rapport à ça, notamment la difficulté d'avoir un financement, le choix des acteurs qui ne pouvaient pas forcément plaire à l'occupant. Voilà, donc il y a pu y avoir effectivement des débats là-dessus, le choix d'Arletty bien sûr. Donc je laisserai tout un chacun regarder sa fiche Wikipédia et s'instruire de la vie de cette actrice formidable au demeurant. Le film a été tourné, il a été terminé, mais ils ont attendu la libération pour le diffuser. Voilà. Donc il y avait cette volonté justement
diffuser ce film, qui était peut-être finalement une catharsis du peuple français à la libération. Voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup dans le film d'emprunts à des histoires avant, à l'histoire de France avant, à des personnages en couleur, à du romanesque, à l'image de la France. Ça doit regonfler un petit peu les égos quand même. Une France en transition, quoi, parce que la face de l'Europe et du monde a changé après la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y avait peut-être aussi La redistribution des cartes, au niveau du pouvoir, ainsi de suite, effectivement. Ouais. Oh là là, ça m'a vraiment donné envie de le voir. Ouais, effectivement. Alors c'est vraiment un grand classique du cinéma et c'est considéré de manière générale comme un des meilleurs films français de l'histoire. Donc n'hésitez pas. Tu dis que c'est 3 heures mais que tu les sens pas forcément passer. Et en plus c'est en 2 parties, donc vous pouvez même en regarder une puis une. Et ben voilà, on va retourner vers notre dernière chroniqueuse qui s'appelle Agathe. Oui, donc moi en fait je vais débuter tout de suite ma chronique par une anecdote personnelle. Donc c'était un dimanche et voilà, j'avais envie de me balader, d'acheter des cintres. Et puis comme c'est un dimanche et qu'il n'y a pas tous les magasins ouverts le dimanche, je me suis dit je vais aller au Hall. Voilà, je vais aller au Hall et je suis sûre de trouver un magasin ouvert où je pourrais acheter des cintres. Je suis donc allée au Hall et c'était en 2016 et c'est toujours en construction. Alors pour ceux qui ne sont jamais allés à Paris, les Halles c'est moche. Les Halles ça très pue. moche. Hein, Ils font des efforts. ouais, et alors, pour les Belges, maintenant les Halles ça ressemble à la gare de Liège-Villemain. En plus jaune. Très précis ce que tu racontes. Oui. Et moi, quand je vais là, j'ai toujours cette envie de connaître les Halles d'avant. Le grand, avant les Halles, c'était vraiment, c'était plein de troquets, c'était vraiment cette ambiance des marchés, d'immenses marchés. T'avais une structure en fer très jolie, tout un labyrinthe de fer. Et j'ai toujours eu, cette sorte de nostalgie quoi, des Halles, des anciennes Halles qui ont été détruites au début des années 70. Et chaque fois, j'interroge des personnes qui ont connu ces Halles, les Halles d'avant. Et tous, en fait, me disent ça sentait mauvais, il y avait des rats. En fin de compte, ça n'a pas trop changé. Non. Voilà, donc moi j'ai cette nostalgie peut-être d'un Paris qui n'existe plus, alors que les halles actuelles m'apportent beaucoup. Par exemple, dans les halles, il y a un des plus grands cinémas, donc UGC Les Halles, où je vais quasiment tout le temps. Il y a également les Montparnasse à Montparnasse, Non, Gaumont-Pâté, Et il y a Kinépolis. Kinépolis exactement. Nous citerons également la chaîne MK2. 3 placements de produits à chaque fois. Mais du coup, si j'ai faux un DL, on dit c'est bon? Non, pour un DH, je crois que ça compte. Ça compte pas comme une marque? Je vais également placer le Lursenaire, pas loin de Sainte-Placide, histoire de mettre un peu d'indépendant dans tout ça. Il y a le 3 Parnasse aussi. Le Christine 21. Bref, on va pas faire tous les... À Rouen et l'Aubière. Voilà. Et nous ne recevrons toujours pas d'argent pour ces placements de produits. Il serait temps de les envoyer d'ailleurs, parce que voilà. Attends le souvent. Et ouais, il y a le Forum des Halles, et puis surtout, il y a, en fait, si jamais ces anciennes halles que je regrette n'étaient pas détruites, il n'y aurait pas eu ce raccrochement de tous ces RER. Et donc, ce serait très dur pour les banlieusards de ne pas se retrouver à Paris, quoi. Ne me lancez pas sur la RER. Pas une bonne idée. C'est quoi le Et donc, ce même dimanche où je vais acheter mes cintres, je croise un Américain à vélo qui manque de m'écraser. C'était Owen Wilson. Ah. Oui, j'ai vraiment croisé Owen Wilson à Paris au Hall. Et je me suis demandé donc si je n'étais pas dans un paradoxe temporel. Mais il est pas mort. Non, c'est qu'en fait, voilà, dans le film dont j'ai parlé, il remonte dans le temps. Gaspillage? Pardon. Comment vous avez dit? Divulgachage. Terme accepté par l'Académie française. Voilà, très beau. Donc, comme certains l'auront compris, le film dont je vais parler aujourd'hui, c'est Minuit à Paris de Woody Allen, sorti en France en mars 2011. Imagine un peu cette ville dans les années 20. Paris dans les années 20. Sous la pluie, avec ses artistes, ses écrivains. Pourquoi faut-il que toutes les villes soient sous la pluie? Qu'est-ce que ça a de merveilleux d'avoir ses vêtements trempés? Est-ce que tu pourrais nous imaginer déménageant ici après notre mariage? Ah non, je ne peux vivre qu'aux États-Unis. Donc, synopsis, donc c'est 2 fiancés américains qui sont une sorte de voyage d'affaires en France. Donc il y en a un qui est complètement fou de Paris, complètement fou de la France, et une autre, sa fiancée, elle est
beaucoup plus posée. Elle rêve de Paris dans le sens où elle veut s'acheter sa robe de mariée, sa bague de fiançailles à Paris. Voilà, elle a un côté assez superficiel et lui un côté beaucoup plus romantique. Lui, c'est un scénariste de cinéma et il cherche inspiration pour écrire son roman dans Paris et il a une sorte de nostalgie, lui. Moi, c'est les Halles et lui, c'est le Paris des années 20, donc le Paris des années folles. Quand la pluie n'était pas une pluie acide. Ah, je vois, sans réchauffement planétaire, sans télévision, sans attentats suicides, et sans armes nucléaires, et sans... Le tableau habituel d'histoire d'horreur rebâtie. Vous savez, la nostalgie est un déni. Ce que vous venez d'entendre, c'est un personnage assez pédant et assez détestable, joué par Michael Sheen. En fait, donc ce film, il traite de la nostalgie de l'âge d'or. C'est qu'on a tous, tout le monde, peut-être même autour de cette table, a envie d'avoir vécu à une époque qui lui aurait apporté peut-être de la sécurité, une époque qui lui aurait accordé beaucoup plus d'inspiration, beaucoup plus de joie, de peine. Alors souvent, ces personnes sont des hommes blancs, d'un certain âge. Je l'ai pensé tellement fort. Moi, Je me sens en minorité sur cette table. Moi, par exemple, je sais pas, j'aurais peut-être voulu être une impératrice romaine, je sais pas, ou... c'est pas forcément... Enfin bref. Non, moi j'ai pas de... Bon, là, le seul moment où je pourrais être tranquille, c'est peut-être en Égypte pendant les grands règnes des pharaons. Et encore, ça dépend où. Pharaon, oui. Basse Égypte. Je sais pas si encore qu'il y a une vraie époque. Peut-être dans 200 ans. Espérons. De toute façon, c'est un vampire, il sera encore vivant. C'est pas faux. Je verrai bien. Et donc, grâce à une vieille Peugeot, le héros remonte dans le temps et rencontre ses idoles disparues. Hemingway, Gertrude Stein, Picasso et même Louise Buñuel. Il délaisse sa fiancée, tombe amoureux de Marion Cotillard, qui joue la muse de Picasso. Mais le souci, c'est que la muse de Picasso, elle aussi, elle a une nostalgie de la belle époque. C'est-à-dire, elle a une nostalgie de Toulouse-Lautrec, de Gauguin, etc. Et finalement, dans les années folles, ils arrivent à trouver un moyen d'aller dans la belle époque et finalement, sa muse lui dit écoute, je te quitte parce que je vais rester vivre à la belle époque. Et là, le personnage, attention, je vais spoiler, là, le personnage d'Owen Hetzel se rend compte que finalement, à force de retourner dans le passé, il se rend compte vraiment qu'on fuit le présent et que finalement, on reste amoureux de certaines illusions. Donc ce film, en fait, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'il montre vraiment justement le cercle vicieux de la nostalgie. C'est à force vraiment d'être dans le déni du présent, on finit par vivre dans le passé et finalement, d'être complètement déconnecté de la réalité. Et ça en fait aussi une sorte d'éternel insatisfait, quoi. Parce que quand on remonte même dans la belle époque, les artistes de la belle époque se disent ah mais c'était mieux à la Renaissance. Et puis j'imagine qu'à la Renaissance, c'était mieux à l'Antiquité. Puis à l'Antiquité, ils se disent ah c'était tellement bien vivre comme les hommes des cavernes. Eux-mêmes, ouais, avec panache toute la vie lorsqu'il n'existait pas. Une amide. Une vie d'amide. Organisme monocellulaire. En fait, il y a un parallèle donc, du coup, entre la relation des deux fiancés. C'est que voilà, les deux fiancés ont finalement aussi... il y a une nostalgie aussi des deux fiancés pour un couple qui ne sont plus, en fait. Quand ils se sont connus, j'imagine, avant leur voyage à Paris, ils devaient être vraiment sur la même longueur d'onde. Peut-être, je sais pas, peut-être tous les deux étaient des idéalistes. Ils s'aimaient beaucoup, alors que lorsqu'ils sont à Paris, on voit très bien le fossé qui s'est fait entre eux, quoi. Ils n'aiment plus les mêmes choses. Lui a envie de vivre à Paris, elle a envie de rester aux États-Unis. Lui, il a vraiment envie d'émotion, d'inspiration, il veut créer un roman, donc il est vraiment dans une phase d'écrivain où il veut vraiment remettre en cause beaucoup de choses dans sa vie, alors qu'elle, au contraire, elle veut rentrer dans le moule, elle veut épouser quelqu'un pour pouvoir plaire à ses parents, pour pouvoir vraiment être dans la société. Et voilà, ce film aussi fait référence quand les deux personnes ont finalement un idéal qui n'est plus le même, en fait. Je voulais aussi saluer la photographie du film d'Arius Konji, que je trouve est magnifique. Il reflète très bien, justement, au fur et à mesure qu'on monte dans le temps, on s'éclaire de plus en plus à la bougie, et la lumière, en fait, se fait beaucoup plus diffuse, parce que je trouve qu'il y a aussi un aspect dans le film où, par exemple, voilà, tu disais, aujourd'hui, en 2018, voilà, on a un tel regard sur l'art, et qu'en fait, en fin de compte, le regard qu'on a sur l'art, il évolue vraiment au fur et à mesure du temps, en fait. C'est quelque chose qu'on trouvait bien, je sais pas, dans les années 2000, on va le trouver mauvais dans les années 2010, et peut-être que dans les années 2020, ce sera de nouveau un chef-d'œuvre.
Et c'est pour ça que je trouve aussi que ce film, pour nous, spectateurs actuels, ça nous renvoie aussi à notre fantasme des années 80. On oublie que... Pas de def. C'était déjà passé peut-être. Non, c'est déjà passé, donc là, non, je vais plus parler des... je vais parler des rouges à lèvres criards, des chemises avec plein de motifs, du fluo... non, c'était pas les années 80, non, la New Wave, AA... Nous ne sommes pas sponsorisés par la marque Desigual. Vous avez donc également cité Tati. Le slip français, bien sûr. Et donc voilà, il y a certaines personnes qui craignent que le cinéma, il se réinvente plus, quoi, qu'il exploite tous les films des années 80, par exemple Ready Player One, dites-moi ce qu'il y a d'original dans ce film, c'est... Il a été constitué là-dessus, non, Ready Player One? C'est tout un truc autour des années 80, le propos de base, c'est la vraiment rien d'original. Tout le cœur du film, c'est là-dessus. Vraiment sur le déni du... Après, est-ce qu'on peut être vraiment original? Tu vois, je me dis finalement l'histoire ou les histoires racontées dans Les Enfants du Paradis, je reviens un peu sur moi, c'est la même histoire, c'était ça, 70 ans, et c'est la même histoire que celle qu'il devait y avoir dans le théâtre classique grec. On raconte finalement toujours un peu, on raconte différemment. Je me dis, c'est que peut-être finalement on raconte différemment les mêmes histoires, et on écoute différemment, en fonction du temps, comme tu le disais tout à l'heure, les mêmes histoires, en fonction de nos perceptions, de notre culture, et surtout de ce qu'on baigne. De l'actualité, par exemple, une histoire de 1920 qui va être racontée de nouveau à notre époque va pas avoir forcément le même impact maintenant, puisque pas mal de choses sont passées. 1920, il n'y a pas encore eu la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas eu de conflit, il n'y a pas eu d'attentat, encore ce genre de choses. La mise en perspective de chaque film, peu importe que l'histoire soit la même, va toujours être mise en cause par justement ce spectre qui est... Et ce que je trouve intéressant, du coup, c'est que je me suis intéressée beaucoup plus... Excuse-moi. Non, parce que je savais pas comment la terminer non plus, donc je suis lancé dans un truc un peu... Désolé, vas-y. Mais aussi, par exemple, Retour vers le futur, qui est un film emblématique des années 80, mais en fin de compte, la majeure partie de son histoire, ça se passe dans les années 50. Indiana Jones aussi, c'est un film des années 80, mais c'est vraiment un hommage au cinéma des années 50. Peggy Chou s'est mariée, c'est un film emblématique des années 80, Francis Ford Coppola, mais pareil, c'est quelqu'un qui remonte dans le temps, dans les années 50. The Thing, c'est un remake un film des années 50. Et en fait, là, je me dis, en vous écoutant tous qui parlez de votre enfance, je pense que là où la nostalgie, à mon sens, est la meilleure, c'est quand on touche à l'enfance et quand les réalisateurs s'emparent justement de leurs références des années 80 pour raconter leur histoire, leur propre histoire. Voilà. C'est ce que je veux dire. Avez-vous des questions sur ce film qui a l'air quand même assez passionnant vu de péripéties? Pour le coup, je l'ai vu. Je suis assez étonné en fait, d'avoir vu un film proposé à la chronique. Mais je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec l'analyse que tu en fais sur... finalement, il y a cette morale du c'était mieux avant. Oui. Et en fait, je pense que c'est quelque chose qu'on peut peut-être élargir de manière générale à l'herbe est plus verte ailleurs, c'était mieux avant, etc. C'est toujours des réflexes qu'ont les humains sur je vais pas traiter mes problèmes. Le fond, voilà, le fond il est là. Voilà. Je ne traite pas le problème, je me dis c'est la faute à un tel, c'est mieux ailleurs, etc. Alors que finalement, ça serait peut-être pas mal de se concentrer sur ma situation elle est comment, etc. Et comment je traite ce que moi j'ai, ce que je fais. Bon, évidemment, il y aura des situations où ce sera vraiment mieux ailleurs, où c'était vraiment mieux avant, bien sûr. Mais comme c'est un réflexe un peu qu'on a systématiquement, peut-être cette recherche à faire de se remettre en question un petit peu avant de se plaindre et de dire que c'est mieux ailleurs chez nous. Finalement, les c'est pas si mal. Moi, ce qui me fascine avec vous y allez à cette période-là, c'est que c'est sa période carte postale. Oui. Voilà. C'est tous ces films carte postale, Vicky, Christina, Barcelona, From Run with Love, et du coup, c'est ça, hein? Je sais Oui, From Run with Love, parce qu'il y a From Paris with Love. Oui, mais c'est une autre chose. C'est un film. Avec Travolta? Oui, avec Travolta. Non, c'est pas du tout la même chose. C'est un Europa. C'était drôle. Un EuropaCorp film. Mais bon, bref, c'est pas le gros. Et tout ce côté carte postale, et je trouve que de ces films carte postale, quoique Vicky Barcelona est pas mal aussi, mais j'aime bien celui-là. Bon, alors du coup, pour finir. Non, mais maintenant que Rémi et Bas sont avec nous, mais moi aussi j'ai un jeu débile. Ah bon, ok, alors moi, mon jeu débile, c'est que je vais vous donner des titres de films québécois. Donc il faut trouver le titre ou français ou américain du film dont je vais vous donner le titre québécois. La fièvre des planches. Du samedi soir? La fièvre des planches. C'est le titre québécois. Okay.
C'est le titre québécois. Ouais. Mais moi, le titre en français, je connaîtrais pas, donc faut pas me regarder. Hein. Attends, la fille des planches. Ouais, attends, il faut. Saturday Night, non, Dance Fever, non? Faut choisir un truc en Un anglais. truc dans le genre. C'est pas une traduction littérale du film. Non. C'est pas la fièvre du samedi soir? Non. La fièvre des planches. La C'est fièvre sur des le planches. non, peut-être. Mon dieu. Ah, mais Grise. sur le surf, non, pas une break. Non. Grise. Je vous le dis, Vas-y. c'est Fame. Ah, j'étais pas dans le film. C'est Farfetch. C'est capillotracté. Habile. Attention. Alors, le second, c'est Rock and Non. Ah, Sister Act. Act. Oui, Sister Act. allez. Mais ça, c'est pour le coup, c'est plus anglais que. Enfin, ouais. Ciseaux, ouais. Alors après, j'ai Marie Agen à un je ne sais quoi. Bon, c'est ça, celui-là. Marie à tout prix. Ouais, c'est Marie à tout prix. Bizarre. Voyage au centre de la mémoire. Memento, non, je déconne. Non. Ah, mais c'est le sous-titre. Mais toi, tu dois le trouver en Si, vrai, si, Emma. si. Il est pour toi, celui-là. C'est que je pense Total que c'est- Recall. Total Recall, oui. Mais, première. Mais c'est pas le sous-titre du film? Non, c'est le titre québécois, je crois. Ah ouais, J'espère d'accord. que tu comprends pas avec le remake. Ah non, non, le remake c'est un enfer. Ne regardez pas le remake avec Colin Farrell. Merci. Sans froid. Sans Cold Blood. Trop Blood. facile. Trop facile. Sans froid. Mais sang, c'est quoi? C'est C'est sang comme le sang qui coule de tes veines. Les rivières pourpres. C'est un monsieur qui a un scorpion sur son dos. Ah, Drive. Ouais, c'est Drive. Il n'y a aucun rapport avec Drive. Bah si, il est tout le temps sans Calme. motivation, En même temps, ouais. il joue Non, pas. mais ça, c'est Ryan. Ah, j'ai cru qu'on Alors, parlait de Jon Snow. Celui-là, c'est mon préféré. Le pouilleux millionnaire. Les visiteurs. Non. Slumdog Millionnaire. Oui. Ouais, peut-être. Ah, Le pouilleux. Tout quoi. vas-y. Ouais, Slumdog. là, pour l'anecdote, l'autre fois à la cantine, il y a un type qui est arrivé, il fait une chaleur de gueux. Et le dernier, c'est Génération Extreme. Génération X. Moi, j'aurais bien une proposition pas sur genre un film des années American, 60. Non, c'est American quelque chose. Triple X. American Historics. Oui, Oh non. c'est ça, c'est American History X. American quoi? Génération Non, non, Extreme. Génération Extrême. C'est Sérieux? Génération Extreme. Je On vais vient de dire faire un vraiment X, un avec buddy movie, tu sais, genre. Ouais, c'est bien, voilà. Mais attends, les Québécois, ils ont dit ça comme titre. Oui, c'est ça, le titre québécois. Waouh. D'accord. American Et ben on va History supprimer X, les Québécois. c'est Génération Extreme. Voilà. Ce fut un épisode plein de rebondissements et d'anecdotes et de digressions tout genre, ce qui va sûrement très souvent arriver. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt, j'espère, pour un prochain épisode que nous n'avons pas encore déterminé. Ce sera Bye bye la le stick. surprise. Bye bye. Petit pas.